vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Une démonstration coup de poing, c'est ainsi que l'on peut résumer le dernier documentaire d'Al Gore, ancien vice-président des États-Unis et candidat démocrate malheureux à l'élection présidentielle de 2000. Son film, une suite qui dérange, le temps de l'action, montre l'urgence à agir en faveur de la planète et du climat. Et le démocrate d'insister. Ne laissez personne vous dire que nous allons déménager avec des vaisseaux sur Mars. C'est ici que nous vivons. Une suite qui dérange, le temps de l'action à voir bientôt dans les salles et en VOD. Les titres de votre 20h. Iscontri du San Benedetto propose une conférence sur le catenaccio de Sartène. Nous en parlons avec Jean-Jacques Colonna d'Istria et Christophe Mondologne. La représentation de la religion en BD et au cinéma, c'est notre débrief culture. Le catenaccio de Sartène débute dans quelques jours et Iscontri du San Benedetto propose une conférence sur le sujet. Nous en parlons avec l'éditeur Jean-Jacques Colonna d'Istria et le musicien et auteur Christophe Mondologne. Bonsoir à vous deux. Christophe Mondologne est sur ma droite, auteur, interprète, comédien également, et Jean-Jacques Colonna d'Istria, éditeur. Alors Christophe, vous proposez une conférence à San Benedetto vendredi 7 avril à 19h, il me semble, 19h, 19h30, on va dire 19h pour les téléspectateurs. Sur ce sujet, vous aviez édité il y a quelques mois maintenant, un peu plus qu'un an, une année, je vous avais reçu d'ailleurs pour évoquer le livre, un livre sur le catenaccio. On va retrouver l'essence du livre pour cette conférence. Indéniablement, hein. Indéniablement. Là, comme vous l'avez rappelé dans les titres, on est à quelques jours de la procession, de la plus ancienne procession catholique de Corse. Et au-delà d'une des plus anciennes traditions en Corse, puisqu'elle va au-delà du religieux. Il y a j'ai vu des gens, je le dis dans le livre, hein, qui étaient totalement païens avant cette tradition et qui sont devenus plus croyants après l'avoir vue. Donc oui, forcément. Jean-Jacques, on va revenir évidemment au livre parce que c'est la substantifique moelle de votre conférence. Jean-Jacques, vous aviez édité ce livre aussi parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de livre sur le catenaccio. C'est assez curieux. Oui, il y avait, je crois que le dernier était celui de Leonetti. Francis Leonetti, en 85. Hein. Mais ce n'est pas la seule raison. Je crois que c'est comme le contenu et la façon dont Christophe a abordé le thème à lui tout seul valait une édition. Oui, parce que dans le livre, ce sont des anecdotes, pas seulement des anecdotes, il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a votre regard, votre perception aussi sur cette fête religieuse, sur cet événement important pour la Corse. L'enchaîné de Sartène, on voit la couverture à l'image. Il y a aussi ces rencontres que vous avez faites. Hein, oui, rencontres de pénitents qui ont bien voulu se livrer à moi lors du travail d'enquête. Certains n'ont pas voulu répondre, ce que je peux comprendre, c'est une démarche qui est très personnelle. Et d'autres ont accepté, bien sûr dans le plus grand secret, mais je ne les trahis pas dans le livre, de me donner leur impression. Et pour certaines, elles sont à 99% toutes émouvantes, bien entendu. Et puis, il y a du personnel. Souvent, bien entendu, c'est les Sartenais que je connaissais depuis longtemps, qui m'ont vu naître, pour certains. Pour d'autres qui ont comme mon âge. Voilà, j'ai eu la chance d'en interroger 3 et il y a le ressenti, quoi de plus beau que du ressenti là-dedans. Beaucoup de pudeur dans le livre de Christophe, de la pudeur, mais également de l'humour, Jean-Jacques. Oui, de l'humour, de la pudeur et beaucoup de foi, je dirais presque pas seulement chrétienne, une espèce de foi, un mysticisme aussi, où on n'en est pas loin. Parfois, il y a quand même un respect de la chose en elle-même, déjà. Après, que l'on soit croyant ou pas, et je comprends très bien quand Christophe dit qu'il y a des gens qui, après avoir vu le catenaccio, se mettent à croire ou sont différents. En tous les cas, c'est ce qu'il a réussi à nous faire comprendre. C'est ce que l'on ressent à la lecture de ce livre. C'est pas seulement une manifestation religieuse, non, et peut-être même surtout pas. Oui, vous avez raison de le signaler. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est de l'ordre du ressenti. Et ça, c'est important dans votre ouvrage, Christophe. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, d'ailleurs ?
Je trouvais, déjà, ayant parcouru les rues de la ville de Sartène en culotte courte, en ayant fait mes premières cabanes et mes premières cachettes dans tous les arbres du centre-ville qui jonchent la place Porte, bien entendu, ça m'a donné envie en tant que Sartenais d'origine, de père et de mère. Mais au-delà de tout, pour aller vraiment au fond et vraiment au thème principal qu'est le caténach, c'est justement cette personne, je le disais, qui est sous une cagoule, dans l'anonymat le plus total, et qui prend la décision un jour de pousser la porte du curé de la paroisse de Sartène pour décider de faire cette pénitence, ces 3 jours de jeûne au couvent de Saint-Damien avant de faire cette pénitence. Et c'est surtout d'ailleurs au-delà de l'effort physique, c'est l'acte de cet homme qui représente un petit peu tous nos péchés, qui m'intéressait et que je voulais mettre en lumière. C'était tous les péchés qu'on commet tous les ans, tous et toutes, en suivant cette procession avec le cœur, comme je le dis, et non pas forcément avec les iPhones, même si je comprends qu'on est au XXIe siècle et donc on a tous envie de prendre des photos et de faire des petits films. De le suivre avec le cœur, c'est important parce qu'on ressort de cette procession, je dirais, tout comme le caténach, tout comme cet anonyme qui est sous la cagoule, purifié. Oui, aller au-delà de la douleur physique pour expier ses péchés, aller au-delà de la douleur physique également pour ressentir ce moment important, essentiel, le caténach de Sartène. Il en parle bien, j'imagine que c'est aussi pour cela que vous l'invitez à Saint-Bénédette, cher Jean-Jacques. Bien sûr, je crois que on a l'habitude maintenant d'accueillir des gens de qualité, bien entendu, et surtout sur des sujets très, très variés. Le lendemain, le samedi, donc on va parler du Burkina Faso. Oui, c'est vrai. Ensemble, nous sommes forts, un documentaire à la découverte du Burkina Faso. Ce sera le samedi 8 avril. Et d'ailleurs, le réalisateur, Solé Lasson Draké, sera présent également. Alors, c'est l'idée de la rencontre, de la découverte, du dialogue qui est au cœur des rencontres. Oui, c'est ça. Ce sont des rencontres. On a appelé ça, tu as parlé tout à l'heure de conférence. C'est moins qu'une conférence, ou plus qu'une conférence. Oui, d'ailleurs, autant pour moi, c'est moi qui ai parlé de conférence, c'est vrai. Bon, on te pardonne, mais on s'étend Pascal. Pour montrer au caténach. Mais ce sont plus des rencontres très conviviales qui se terminent par un repas d'ailleurs après. Donc vendredi, nous accueillons Christophe. Samedi, c'est le Burkina Faso, comme tu l'as rappelé. Au mois de mai, ce sera les déserteurs corses pendant la guerre de 14. Ce sera une conférence d'Olivier Joas, une conférence, oui, je fais même moi aussi. Voilà, finalement. Bon, une rencontre avec Olivier Joas sur les traditions funéraires en Corse. Enfin voilà, c'est des sujets toujours très variés et on essaye d'avoir à chaque fois d'inviter la personne adéquate, bien sûr. Saint-Bénédette devient le lieu, un des lieux dans la région ajaxienne où vit fortement, où bat le cœur de la culture. Oui, enfin, on essaye. En tous les cas, nous avons la chance d'avoir cette association 1901, une association, mais le terrain, les lieux nous appartiennent à l'association, ce qui est extrêmement rare. C'est une association qui est vieille depuis plus de 30 ans, qui est toujours gérée par Pierre Ferrouche, et on a cette chance immense. Donc on est libre, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. On va bientôt ouvrir une bibliothèque d'ailleurs, qui sera ouverte à tous. Mais c'est important de le signaler à l'heure où les librairies ferment d'ouvrir une bibliothèque. C'est important, nous avons déjà débattu plusieurs fois de ces sujets-là. Alors, pour donner aussi envie aux téléspectateurs, comment ça va se passer exactement, la conférence? C'est dans quelques jours, mon cher Christophe. Bien, je vais parler tout d'abord du livre. Et puis pour donner l'envie, et puis pour être un petit peu plus précis sur ce que je vais dire, parce que la procession, elle est assez complexe, donc il faut l'expliquer aussi avec des images. Donc ça sera dans ce que je disais en coulisses à Jean-Jacques, ça sera dans une pénombre. Je voudrais que ce soit un petit peu dans la pénombre, comme se déroule le caténach, avec des images, et que je puisse expliquer aussi par des images, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a des couleurs, il y a beaucoup de couleurs dans le caténach. La couleur rouge du pénitent d'abord. Il va y avoir une véritable scénographie. Voilà, c'est l'artiste aussi qui insuffle. Je pense que c'est un supplément, un petit supplément qui ajoute quelque chose d'assez ludique finalement à une conférence simple où ça reste que de la tchatch au final et du débat, même s'il y a un échange avec le public. Je pense que lorsqu'on va rallumer, lorsqu'ils auront vu ça, il y a des petits films aussi. Donc voilà,
Donc ça sera, je pense, intéressant pour les gens. Je disais, dans le livre de Christophe, il y a de l'humour, mais il y a une dimension aussi qui a trait à la pudeur. Alors quand on vous connaît, Christophe, c'est pas étonnant, mais cette dimension-là, elle est importante, elle est essentielle dans l'ouvrage, je le répète. Elle n'est pas anodine. C'était important. Au ce moment-là, pour vous, c'était l'année dernière. Le livre, il a fallu 7-8 mois, parce que j'ai suivi aussi l'écriture de l'ouvrage. 7-8 mois. C'était essentiel de l'écrire à ce moment-là pour vous ? Oui, parce que l'on voit bien dans ce qui se passe dans la société, tant au niveau national qu'au niveau international, on voit bien on voit bien tout ce qui se passe. Et je pense que c'est dû en partie à une perte de repères, à des gens que l'on fait français comme ça, sur un papier, en 2 secondes, sans qu'ils aient forcément de racines dans ce pays. Et puis on leur dit, il faut vous intégrer, parce que sinon ça ne va pas aller. Et je vérifie chaque jour, en regardant la télé, les réseaux sociaux, etc., que c'est lorsqu'on est en perte de repères que l'on peut être poussé à faire de mauvaises choses. Et moi, j'ai la chance d'être à Sartène et d'hériter de cette tradition vieille de plus de 500 ans, donc de 5 siècles. Et ce serait dommage de ne pas laisser quelque chose d'écrit à mes enfants pour demain. Je trouvais ça dommage de ne pas laisser un guide et j'espère, c'est comme quand j'ai repris le spectacle et les chansons de Tino Rossi, j'espère que d'autres le feront puisque c'est des choses que je veux immortelles. Voilà. Au-delà de la dimension religieuse, au-delà même de la dimension politique, parce qu'il a insufflé un peu de politique dans ce qu'il vient de dire là, Christophe, sur l'État. On est toujours en politique. Évidemment, et puis surtout... Est-ce que vous connaissez le sens en français de Burkina Faso ? Non, vous êtes très fort, Jean-Jacques, pour revenir. Très fort. Je l'ai appris. Dites-moi. Je ne savais pas. C'est le pays des hommes intègres. Est-ce que c'est pas d'actualité, ça ? Complètement, nous sommes d'accord. La trace, oui. Parce que c'est ça qui est en train de nous dire Christophe, c'est la trace. C'est important, la trace, de travailler sur la mémoire collective, insulaire notamment. Cela vous anime également, Jean-Jacques ? Oui, je pense, oui. Enfin, j'espère. C'était de la politique universelle, alors. Oui, c'est ça. Oui, c'était la politique avec un grand P. Oui. 40 secondes pour convaincre le téléspectateur de venir assister à la conférence que vous allez donner, Christophe. Ça se passe vendredi 7 avril à 19h à Saint-Bénédette. Il y aura 40 secondes également pour vous, pour convaincre également le téléspectateur. 40 secondes, top chrono. Eh bien, si je suis narcissique, je vais demander aux gens de venir pour me rencontrer. Ceux qui me connaissent, parce qu'ils vont apprendre quelque chose de bien croustillant. Et puis, ceux qui ne me connaissent pas, pour qu'ils me connaissent. Et puis, parce que j'ai envie de rencontrer des gens, la vie étant courte. Si j'étais, on va dire... Sartenais, je leur dirais de venir parce que ça leur permettra de voir beaucoup de choses qu'ils pourront suivre dès la semaine prochaine à Sartène et ils verront peut-être le caténach beaucoup plus avec leur cœur qu'avec leurs yeux. Et enfin, si je reste humain et si je fais de l'universel, venez parce que c'est pour remercier tous ces gens qui, sur une association loi 1901, donnent de leur temps bénévolement pour organiser ces conférences et donner à manger à tout le monde après. Et venez aussi pour découvrir la personnalité de Christophe, parce que, je l'ai dit, il y a de la pudeur, mais il y a aussi beaucoup d'humour chez Christophe. Et je suis persuadé que le sujet étant très sérieux, le caténach, il va réussir à insuffler une grande dose d'humour dans tout cela. 40 secondes également pour vous, Jean-Jacques. Vous pouvez aller au-delà, y compris parler de cette association-là, de ce que vous faites durant toute l'année. Bien sûr. Eh bien, écoutez, partons de cela. Effectivement, vous avez parlé d'humour. Moi, je parlerai d'amour aussi, d'amour universel. Et puis, cette conférence, enfin, cette rencontre, décidément, oui, je m'en sors pas. Cette rencontre de vendredi nous a donné l'idée, du moins notre président, d'organiser une soirée, le 14, le jour du Vendredi Saint, à Sartène même. Donc, il y aura un voyage organisé de Saint-Bénédette. On loue un car pour aller au caténach de Sartène, grâce à Christophe. Voilà. Alors donc cette association, on l'a vu, il y a d'autres activités. Samedi, on change de genre avec le Burkina Faso. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois d'avril, mai, juin, il y aura bien d'autres conférences jusqu'à la Saint-Jean des Poètes,
le 24 juin. Et nous aurons l'occasion d'évoquer la Saint-Jean des Poètes, même de faire une émission spéciale, la Saint-Jean des Poètes, je le dis aux téléspectateurs de France 3. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé sur votre ouvrage finalement. Nous avons reparlé de votre ouvrage et de cette conférence qui aura lieu vendredi. Vous pouvez rester en coulisses parce que nous allons poursuivre notre conversation sur la religion avec le regard de nos deux esprits critiques culture. La religion est une formidable materia prima pour les cinéastes et les auteurs. Prolongeons notre conversation par le prisme de la culture, la représentation de la religion en BD. Et au 7e art, c'est le débrief de Pendant le 20h avec Marcel Petrichol, notre libraire, et Xavier Affre, notre cinéphile et historien. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Alors, Marcel Petrichol, critique littéraire pour le magazine Parole, critique culture tout court, pour le magazine Parole de Corse, et Xavier Affre, cinéphile historien que l'on peut écouter de temps à autre le mercredi sur Radio Nostalgie pour Popcorn et Mauvaise Foi. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des échanges présents? C'était pas prévu, hein? Des échanges précédents, Marcel. Qu'il faut aller à l'Assemblée des Têtes, voilà, tout simplement. Instant promo. Pam. Non, moi je ne fais pas d'instant promo, même s'il faut aller évidemment à l'Assemblée des Dettes. J'ai suivi déjà cette association, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Non, moi je retiens ce que disait Christophe Mandon sur le Burkina Faso. pas sur le Burkina Faso, sur le caténage, sur le sacré. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau et en connaissance de cause, puisque moi la religion, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire comme ça, mais c'est effectivement au-delà de la religion, je trouve ça très très beau. Cela vous a demandé un effort vraiment terrible, incroyable, de faire ce débrief sur la religion? Pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que nous allons commencer avec vous, parce que ça ne lui a pas donné beaucoup d'efforts. Le grand pouvoir du Schnickel, Rosinski, Van Damme, aux éditions Casterman, c'est en BD, C'est évidemment. une BD, oui. Alors je vous emmène sur Dahar. C'est un monde qui est en guerre perpétuelle. 3 seigneurs, 3 immortels se font une guerre, mais sans arrêt. Ils se foutent de qui vit sur la planète. Ils massacrent à tout va. Puis une espèce, parmi les plus intelligentes, les Schnickel, petits, faibles, éternels esclaves. Puis l'un d'eux va réchapper au massacre annuel et va lui apparaître un, qui est le maître, le créateur des mondes. Il va lui confier une mission. Alors, il lui apparaît sous la forme d'un monolithe noir. Il va lui confier une mission. Il faut qu'il rétablisse la paix sur Dahar, sinon la planète sera engloutie dans le feu éternel. Et pour l'aider dans sa quête, c'est l'être le plus insignifiant qu'on peut trouver sur cette planète. Et en plus, un monde qu'il ne connaît pas. Pour l'aider, il va lui confier un grand pouvoir, mais sans lui dire ce qu'est ce grand pouvoir. Ça, c'est le début de l'épopée de John. Alors, 2 monstres sacrés de la BD au dessin et au scénario, Rosinski, Van Damme. On leur doit Torgal déjà, tous les deux, série mythique. Rosinski, Hans aussi, La Compagnie des Vents Perdus. Et Van Damme, c'est tout simplement peut-être l'auteur de BD le plus lu dans la BD franco-belge, puisqu'on lui doit, entre autres, 13 et Largo Winch. Donc c'est vraiment les BD qui sont... Alors, c'est une BD qui est bourrée de références. Vous avez compris, 2000 ans de l'espace, Clark et Kubrick, le monolithe, Tolkien, dans la narration, dans la conception, c'est impossible de ne pas penser à Tolkien. Et surtout, on y vient, c'est une BD religieuse. Une dimension très religieuse. Très, très religieuse. Je dirais que c'est une adaptation décalée, moderne et désabusée du Nouveau Testament. C'est bourré de références à la vie de Jésus. Mais pour autant, ce n'est pas une BD pro-chrétienne, pas du tout. C'est une BD qui donne à réfléchir sur le bienfait ou pas de toutes les religions dans le monde. C'est une BD culte. Le scénario est maîtrisé de bout en bout. Les personnages sont attachants. Il y a des rebondissements. La fin va vous mettre une claque. Franchement, c'est la BD culte par excellence. C'est sorti dans les années 80-88, si je me rappelle bien. Et c'est indispensable dans toute bibliothèque. Franchement, qu'on soit BD-phile ou pas, il faut le grand pouvoir du Schnickel. Et prenez la version en noir et blanc. Elle a été colorisée par la suite. Oui, il faut arrêter avec cette histoire de coloriser les bandes dessinées par la suite. Surtout que le dessin de Rosinski, il est d'une finesse inouïe. Je pense qu'il est au sommet de son art. Donc voilà, BD culte, BD encore moderne. Et surtout, c'est une BD, vous allez la relire plusieurs fois. Vous allez découvrir à chaque fois de nouvelles qualités dans cette BD. Franchement... Oui, grand coup de cœur, indispensable. Une BD indispensable, intelligente, spirituelle, pas de prosélytisme dans cette bande dessinée, mais qui évoque la religion en fait, très, très, très religieuse, la bande dessinée que nous propose Marcel, Le grand pouvoir de Schnickel, Rosinski Van Damme aux éditions Casterman. Xavier,
autre film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de l'immense Martin Scorsese. Pour rester dans l'actualité, et puis parce que je trouve que c'est sans doute l'un des plus beaux qu'il ait fait depuis très longtemps. Alors Dieu sait que là, on va me tomber dessus, sans jeu de mots, il en a fait des beaux, etc., des réussis. Bon. Là, c'est un style très différent, c'est le Scorsese, on va dire, croyant. Pas prosélyte non plus, ni bête, c'est-à-dire dans le sens de dire la religion, ni critiquer de manière vache, ni cynique, etc. Au contraire, avec cette histoire de deux prêtres, donc on est au XVIIe siècle. Silence. Hein. Voilà, silence. Oui. Deux prêtres de jésuites qui se rendent en fait au Japon à la recherche du père Ferreira qui a disparu, qui était un peu leur mentor. Ils arrivent dans un pays qui est très hostile, qu'ils essayent, enfin du moins que certains catholiques essayent de christianiser. C'est très compliqué et on a affaire à une espèce d'épopée. Tout est dans l'intime. Avec cette idée, c'est un film sur la foi, vous l'avez compris évidemment, mais sur la religion, mais presque sur le sacré, et sur comment deux personnes qui n'arrêtent pas de se revendiquer chrétiennes n'arrivent pas en fait, tout simplement, à expliquer leur foi aux Japonais, qui sont cruels évidemment, mais il n'y a pas de jugement non plus, je pense, et certains critiques se sont laissés avoir, bien entendu, pour se vautrer dans la critique méchante du Scorsese. Il n'y a pas de jugement sur les Japonais non plus, c'est vraiment deux mondes qui n'arrivent pas à se rencontrer, puisqu'on parle de religions très différentes au Japon, notamment de bouddhisme. Et voilà, et c'est que ces deux chrétiens vont vivre la religion, mais j'allais dire intérieurement. La solution va se retrouver peut-être à l'intérieur, sans trop dévoiler la fin qui est, moi je trouve, bouleversante. C'est ça, c'est comment on retrouve un peu la foi, mais à l'intérieur de soi-même. Donc c'est une vraie quête spirituelle du coup, et le film long, c'est vrai, 2h40 ou 2h30. Voilà, très très long, mais très beau et très intériorisé, avec des acteurs stupéfiants. Andrew Garfield, je pense que c'est son meilleur film là, de sûr. On trouve Adam Driver. Adam Driver est très bon. Liam Neeson, qui fait une petite apparition et il est en gros sur l'affiche, mais c'est le personnage quand même important du film, mais on le voit pas beaucoup. Et puis Issei Ogata, il faut signaler quand même des Japonais parce qu'ils sont présents. Voilà, c'est vraiment un vrai beau film de Scorsese qui nous a habitués toujours à extérioriser les affects. Et là, pour le coup, c'est très intérieur. Donc ça peut déplaire, évidemment. C'est pas le Scorsese d'Affranchi, bien entendu. Plutôt celui de La Dernière Tentation du Christ. Et il est intéressant ce film aussi pour sa dimension, cette frontière qu'il établit, Scorsese, entre le profane et le sacré. Au-delà de la dimension très religieuse, c'est vraiment cette fracture-là qui est intéressante. Et le fameux « connais-toi toi-même », essentiel dans le film. Marcel, Le Curé de Christian Demeter, Laurent Lacoste aux éditions Soleil. Voilà. 1935, petit village français, la majorité des habitants est très contente parce qu'il y a un nouveau curé qui va arriver, il est plus jeune que le curé précédent. Tous les habitants sont contents, sauf un habitant, le médecin, le vieux médecin, qui lui, la religion, c'est pas du tout son truc, il est vraiment pas porté dessus. Bon, le village est un petit peu préoccupé parce qu'il y a une jeune femme qui a disparu depuis quelque temps. Donc vraiment, il cherche à savoir ce qu'elle est devenue. Puis un soir, le curé est appelé au chevet du docteur, il est en train de mourir et il va lui faire une confession. Très, très drôle confession que va faire ce vieux médecin. Alors c'est classique, un curé qui est torturé par le secret de la confession, ce qu'il faut dire, ce qu'il sait aux gendarmes et tout. Mais néanmoins, il y a une ambiance, il y a une espèce de huis clos campagnard qui est très très bien mené. Franchement, on y croit, c'est tendu, ça monte crescendo. Donc moi j'ai trouvé le scénario vraiment très très bon, malgré que le sujet soit bateau. Mais surtout c'est le dessin. Le dessin Je vais parler sublime. du dessin tout simplement sublime. Christian Demeter. C'est pas du dessin, c'est tout simplement, regardez, c'est de la peinture. Il y a des coups de pinceau, il y a des couches de peinture. On ne voit pratiquement plus les crayonnés, tellement c'est peint. C'est peut-être un des plus grands dessinateurs en couleur directe que nous ayons en France, avec Hermann aussi. C'est tout simplement un travail, mais c'est merveilleux. Voilà. Vous les agrandissez, vous mettez ça fait de la peinture, ça fait des cadres, tout simplement. Et c'est un travail de jeunesse, parce que c'est pas un album qui est récent. Il a adapté notamment Shutter Island en bande dessinée, qui est aussi une merveille. De Martin Scorsese, bien joué le lien, Marcel, bien joué. Donc c'était surtout pour souligner le travail de Christian Demeter. Et quand même, c'est une très très bonne BD, Le Curé. Alors, on ne peut pas ne pas parler de religion sans évoquer Les Monty Python et surtout la vie de Brian, réalisée par Terry Jones. C'est obligé, c'est le côté drôle un petit peu, où on se moque un peu de la religion. Bon, gentiment, c'est un peu vachard quand même, mine de rien. Bon. Tu aurais pu en choisir un autre.
Oui. Curé chez les nudistes, par exemple. Voilà, Par exemple. c'est vrai qu'on a pensé. Bon, ça se passe en terre de Galilée, on est en l'an 0. Les rois mages se trompent, ça leur arrive, hein, ils n'ont pas suivi la bonne étoile. Et ils arrivent chez Brian, qui est tout jeune, qui est mal tombé. Et puis alors ce Brian, tout au long, on a l'impression que c'est un peu Jésus, il est traité comme ça. Voilà, c'est magnifique. il a un peu tiré le mauvais numéro. Alors c'est tout l'humour un peu débridé, on va dire, des Monty Python. C'est sûr que c'est inégal, c'est pas toujours, comment dire. Au niveau de la réalisation, mais en fait on s'en fout, c'est d'un humour extraordinaire, c'est hilarant. Moi par exemple je préfère La vie de Brian à Sacré Graal. J'aime bien Sacré Graal, mais c'est drôle. Moi aussi, je suis d'accord. Et la chanson de fin de La vie de Brian. Il y a tout qui est bon. C'est très drôle. Et puis ça permet d'aborder la religion de manière un peu décomplexée, décontractée, parce que bon, on voit que ça crispe un peu quand même aujourd'hui, hein, quand même. Ouais. Voilà, on se moque gentiment et sans que ça fasse évidemment de dégâts, parce que malheureusement il y a eu plein de films. On a cité Scorsese, Tentation du Christ, on pourrait citer la religieuse de Rivette, censurée, interdit, des manifestations, enfin bon, durant n'importe quoi, alors que ce sont des films qu'il faut redécouvrir parce que ce sont des films soit humains, le cas du film de Scorsese, soit des films magnifiques pour le cas de Rivette, qui n'est pas du tout anti-religieux. C'est vrai, vous avez raison, vous aviez évoqué le fait aussi que souvent quand la religion était traitée au cinéma, c'était le cas aussi en littérature, cela a provoqué pas mal de contestations et de polémiques. Sans que les gens voient les films. Sans que c'est souvent là le problème d'ailleurs. Monty Python, La vie de Brian, réalisé par Terry Jones, et également Silence de Martin Scorsese pour le cinéma, et pour Marcel, Le grand pouvoir du Schnickel, Rosinski, Van Damme aux éditions Casterman, Le curé, Christian Demeter, Laurent Lacoste, édition Soleil. Un dessin tout simplement sublime dans le choix de Marcel. Merci à vous deux d'avoir proposé ce débrief culturel de notre débat du soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stella. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h.